Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir Julie Hamet, vous allez bien? Bonsoir Eric, bonsoir à tous, ça va très bien, vous? Fort bien, nous avons tout regardé, mesdames et messieurs, devant nos plateaux repas, devant nos écrans de télévision. On a regardé ces 3 heures passionnantes d'émissions politiques, Mission Convaincre. Ruth Elkrieff, David Pujadas et ses 6 abstentionnistes face à Éric Zemmour, qui a dit pas mal de choses. C'était un Éric Zemmour un tout petit peu différent du Éric Zemmour qu'on connaît, un peu plus présidentiel quand même. Il a essayé de travailler la stature. Je vous présente nos éditorialistes. Ils sont là pour vous. Ils ont regardé cela avec la plus grande attention et tout au long de l'émission, nous allons diffuser des extraits assez saillants de ces échanges qui ont été le sucre de cette soirée. Virginie Leguet, éditorialiste politique. Bonsoir Virginie. Bonsoir Eric. Amine El-Khatmi, président du Printemps républicain. Bonsoir. Bonsoir. Et Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir. Bonsoir Eric. Vous allez bien? Et moi je vais très bien. Vous attendiez un petit calembour, une petite blague pour m'introduire ou pour... Ce soir, rien. C'est sobre. On est efficace. On est dans la sobriété. C'est perturbant Eric, c'est perturbant. On commence avec un des sons qui vous a semblé le plus saillant, c'est le refrain « Je ne suis pas un homme politique ». Oui, parce qu'il a parlé de beaucoup de choses, quasiment 3 heures d'interview quand même du candidat du parti Reconquête. Alors, il a parlé de sa vision de la France, en danger selon lui, sa vision des femmes. Il a réagi aussi à un potentiel ralliement de Marion Maréchal. Et comment lui, candidat à la présidentielle, se voit-il? Pas comme un homme politique en tout cas, on l'écoute. Je ne suis pas un homme politique. J'ai été longtemps journaliste, écrivain, chroniqueur, etc. Donc je ne suis pas un homme politique. Donc ne me mettez pas dans la classe politique. Deuxièmement, je vous répète ce que j'ai dit à votre voisine. Ne refusez pas a priori les clivages. Le clivage, c'est sain. C'est la démocratie. Voilà, et puis il le dit, en gros, je ne suis pas comme les autres, je dis ce que je pense, mais attention, je ne suis pas arrogant pour autant. On écoute à nouveau. Je suis véhément parce que je crois sincèrement en ce que je dis et j'ai la passion de mon pays. Et je vois à quel point nos politiques sont prêts à le brader et à le laisser se détruire. Donc oui, je suis véhément. Ce n'est pas de l'arrogance, je ne pense pas. Voilà, il répondait à notre panel de citoyens abstentionnistes. Je ne suis pas arrogant, Louis Dragnel. Je suis véhément, c'est différent. Et puis, sur la question, vous êtes un personnage clivant. Il dit finalement, le clivage, c'est la démocratie, projet contre projet. Et en gros, il se moque un peu. Il s'est moqué à plusieurs reprises dans la soirée, j'espère que vous avez ces extraits, de ces chefs d'État, on imagine de qui il parle, qui essaient d'être gentils avec tout le monde, de ne choquer aucune partie des Français, aucune communauté des Français, etc. Lui, il dit c'est pas comme ça qu'on gouverne. Ceux qui veulent rassembler vous mentent. Ceux qui veulent rassembler vous mentent. Vous l'avez l'extrait, ce petit extrait? On l'a l'extrait. On va le chercher. On va le chercher. Louis Dragnel. Non mais ce qui est intéressant, c'est que Éric Zemmour a toujours été comme ça. Il aime la joute verbale, la confrontation d'idées, la confrontation de pensée, et donc il est en train d'appliquer ce que lui a toujours apprécié, en train d'essayer de l'appliquer dans le monde politique tel qu'il l'a connu et tel qu'il regrette qu'il n'existe plus. Et de fait, de ce point de vue-là, il a raison. C'est-à-dire que le débat politique aseptisé où tout le monde finit par plus ou moins être d'accord, alors qu'en réalité c'est faux, ça relève de l'hypocrisie. On a retrouvé l'extrait. Quand on est journaliste, et je termine juste là-dessus, quand on est journaliste politique, le nombre de fois où on a vu des politiques qui étaient extrêmement cash, très directs, en rendez-vous privé, et ensuite sur un plateau de télévision, et je pense que vous avez plein d'exemples en tête qui vous viennent, de politiques qui ensuite étaient assez mous, assez fades, qui n'avaient pas d'avis tranché, et bien lui prend le contre-pied de ça parce qu'il est persuadé, et je pense qu'il a voulu le jouer ce soir parce qu'il était face à des abstentionnistes, il est convaincu, je pense, que les Français en ont ras-le-bol en fait, de l'eau tiède, de politiques qui ne disent pas ce qu'ils pensent. Écoutez justement sur ce point Éric Zemmour. C'est pas moi qui organise la division, c'est le pays qui est divisé. Et je décris le réel tel qu'il est. Et après, les gens choisissent. Je ne force personne à voter pour moi ou être d'accord avec moi. Mais ne croyez pas, les gens qui vous disent qu'ils veulent rassembler, ça veut dire qu'ils vont vous entourlouper. Parce que s'ils veulent rassembler, c'est parce qu'ils veulent gommer les oppositions, qu'ils veulent gommer les clivages, et donc qu'ils veulent gommer les idées, et donc qu'ils veulent gommer la démocratie. Moi, je joue carte sur table. Amine El-Khatmi, je vous entendais pendant le son, pas du tout d'accord. C'est lui qui organise la division, selon vous?
Non, mais il fait le constat que le pays est divisé, et en ce sens, on peut lui donner raison sur ce point, et en même temps, le refus du rassemblement. Vous savez, on peut rejeter le consensus mou, où effectivement, on cherche à mettre d'accord tout le monde en ne tranchant pas clairement des options, et en même temps rejeter aussi une forme de position où on se met tout le monde à dos. Enfin, Éric Zemmour, c'est exactement ce qu'il a fait. Moi, je rejette le consensus mou. Et en même temps, je ne suis pas pour un candidat à la présidentielle, et encore moins pour un président de la République, qui se met à dos tout le monde. Alors, il nous a fait son couplet sur le Éric Zemmour essayiste n'est pas tout à fait le même que le Éric Zemmour candidat à la présidentielle. Et ce que j'ai écrit dans des livres n'engage pas forcément le candidat à la présidentielle que je suis aujourd'hui. Mais enfin, ses propos sur les femmes, ses propos sur Pétain, ses propos sur les Juifs. Ça a été le moment un peu compliqué pour lui d'ailleurs. Absolument. Quand on lui met sous le nez des faits, des phrases, des propos qu'il a écrits, qu'il a tenus, qu'il a assumés. Routel Krief lui a rappelé les propos qu'il a eus sur les femmes en politique, lorsqu'il a dit que lorsque les femmes arrivent en politique, le pouvoir s'évapore. C'est des choses qu'il faut assumer à un moment donné. On ne peut pas simplement se cacher comme ça derrière un rôle d'essayiste. Vous savez, ça me fait penser à Mehdi Meklat, qui lorsqu'il a été pris la main dans le sac de propos antisémite, a dit non, mais c'était pas moi, c'est un personnage fictif que j'avais inventé sur Internet. Bon, Éric Zemmour, essayiste, c'était bien Éric Zemmour. C'est bien lui qui a pensé, théorisé, écrit, défendu les livres qu'il a écrits. Et donc, ne pas assumer ce qui a été écrit sous sa plume et sous sa signature, c'est un peu lâche, si je puis me permettre. J'entends ce que vous dites. Est-ce que on n'est pas obsessionnel lorsque on revient à chaque interview avec Zemmour sur ses propos fumeux? Je sais pas, chaque fois qu'on interviewait Mitterrand, on lui rappelait pas la Francisque, qu'il avait eu la décoration du maréchal Pétain. À chaque fois qu'on interviewait Chirac, on lui disait pas oui, c'est vous la petite phrase sur les odeurs est carrément raciste, Monsieur le Président, c'est pas la peine de jouer le grand œcuménique rassembleur maintenant. Est-ce que finalement, est-ce que Zemmour va traîner ça comme un boulet, comme un chewing-gum à sa basket toute sa vie, Virginie Leguet? Moi, ce qui m'a beaucoup frappé répondez à ma question. Oui, je vais y répondre. Pardon, excusez-moi. Les yeux dans les yeux. J'ai à peine le Regardez-moi. J'ai à peine le temps d'ouvrir la bouche. Oui, je vais y répondre. Mais ce qui m'a frappé, moi, ce soir, c'est qu'en fait, il a joué à front renversé. Au lieu de... Il est très conscient qu'il clive, il est très conscient que ça fait peur, il est très conscient que son image est difficile. Et il a assumé tout en disant, le clivage, c'est sain, le clivage, c'est la confrontation des idées, le clivage, n'en ayez pas peur, le clivage, c'est la promesse que moi, je regarde le réel et que quand David Pujadas lui a dit « Mais si vous étiez élu, la France va devenir un Far West », il a dit « Mais c'est déjà le Far West ». Et ça m'a beaucoup frappé, cette façon-là de renverser les choses et de dire aux Français « Mais ne vous trompez pas, on vous vend une France qui n'est pas la France du réel, celle que je vois et celle que vous voyez ». Et ce faisant, me semble-t-il, il a joué assez habilement parce qu'il a réussi à s'adresser à des Français qui pouvaient se dire « Ce que dit Éric Zemmour me terrifie » et qui se disait « Ah oui, mais finalement, ce qu'il dit, je peux le partager aussi ». Donc il a été assez, je trouve, oui, quand je dis qu'il a joué à front renversé, c'est exactement ce que je pense. C'est-à-dire qu'il s'est dédiabolisé lui-même pendant 3 heures. D'ailleurs, lui qui, dans des précédents débats, s'est montré assez vite énervé, assez vite sur la défensive, assez vite en colère. Vous remarquerez, il a souri tout le temps. Donc là, il a entamé sa mue présidentielle, selon vous? En tout cas, il a compris que s'il voulait sortir de l'ornière dans laquelle il est dans les sondages, il va falloir qu'il rassemble. Il va falloir qu'il agrège à lui soit des abstentionnistes qui étaient là, soit des gens qui, jusqu'à présent, se refusaient à s'approcher de lui parce qu'ils le trouvaient inquiétant et ils le trouvaient extrêmement menaçant. Il refuse le rassemblement, Virginie. Il le refuse. Il a même théorisé. Il a théorisé son refus du rassemblement. Mais pardon. Il a théorisé aussi l'union des droites. Oui, pardon. C'est une forme de rassemblement, alors. Il a théorisé le fait que, dans sa conception de la politique, c'était une conception bloc contre bloc. Et d'ailleurs, bloc au pluriel, bloc contre bloc au pluriel. Il rejette l'idée qu'il faille rassembler. Et moi, si vous voulez, je crois que profondément, les Français, ils veulent qu'on les rassemble. À un moment, l'élection présidentielle, c'est le moment du débat, c'est le moment de la joute, c'est le moment, effectivement, de la confrontation des projets. Mais lorsqu'il y a un gagnant, et c'est d'ailleurs la formule qu'ils ont tous le soir de leur victoire. Qu'est-ce qu'ils disent? Je serai le président de tous les Français, y compris ceux qui ne m'ont pas accordé leur suffrage.
Bon, ben qu'est-ce qu'on imagine Éric Zemmour dire? Moi, je suis le président de ceux qui ont voté pour moi, et puis que les autres aillent voir ailleurs si j'y suis, ou si l'herbe est plus verte. Il y a un moment donné, cette confrontation permanente des uns contre les autres, où l'on monte les catégories les unes contre les autres, c'est quelque chose qui, à mon avis, il y a Zemmour qui fait ça. Valérie Pécresse ne confronte. Mélenchon fait pas ça. Est-ce que je peux aller jusqu'au bout de je voudrais aller au bout de ma démonstration, Amine. Pardon. Il a justement dit exactement le contraire. Il a dit le rassemblement est un mensonge. Quand on vous dit qu'on va vous rassembler, sachez qu'on va juste vous abandonner. Mais attendez, je termine. Il dénonce l'hypocrisie en même temps que ça à la bouche. Je ne vous ai pas interrompu. Pardon. Donc lui, il dit exactement le contraire. Il dit le rassemblement est un leurre, le rassemblement est un mensonge. Quand on vous promet le rassemblement, on vous promet rien parce qu'on vous promet finalement de vous laisser en plan et de ne pas s'occuper de vous. Moi, il l'a dit, je suis le président de la paix. Je prendrai sur moi les décisions dures pour que vous puissiez vivre en sécurité dans ce pays. De ce point de vue-là, rhétoriquement, c'est assez habile. Parce que c'est effectivement ce que pense une partie des Français qui estiment que depuis 30 ans, on leur a dit « Vous allez voir avec moi, ça va être formidable. Vous allez tous vous entendre, ça va très bien marcher. » Et c'est exactement le contraire qui s'est produit depuis 30 ans. La réalité, juste une chose. Et lui, il dit « C'est jamais comme ça que ça se passe. » Vous voyez, je trouve qu'on ne prête qu'aux riches, et bien évidemment, dès que Zemmour dit quelque chose, par honnêteté intellectuelle, il faut l'admettre, on a tendance à disséquer beaucoup plus que quand c'est Yannick Jadot. Bon, alors très bien, là on dit Zemmour dresse une partie des Français contre une autre partie, soit. Enfin, c'est l'art de la politique. Jadot dresse une partie des Français contre l'autre. Je sais pas, Jadot, il dresse la partie des Français véganes contre ceux qui ont des 4x4 dans les grandes villes. Enfin, j'en sais rien. Voilà. François Hollande dressait une partie des Français contre les autres. En l'occurrence, ceux qui gagnaient plus de 4 000 € par mois contre les autres. Sarkozy aussi. Tout le monde dresse une partie. Dans l'argutie politique, finalement, on choisit la gauche préfère les profs que les artisans. Et donc, c'est l'art de la politique. C'est une caricature. Oui, mais les profs, mais est-ce que c'est pas surprenant qu'en tant que en tant que potentiel futur président, est-ce que c'est pas un peu surprenant qu'il assume vraiment de diviser? Ça, c'est nouveau. Pas de diviser. Il dit que le rassemblement est une illusion. C'est pas tout à fait pareil. Non, mais Virginie a raison sur un point, c'est qu'il essaye de dénoncer cette hypocrisie de beaucoup de politiques qui ont plein de mots valises à la bouche, rassemblement, unité, paix, valeurs de la République, et qui sont des mots que les Français que la guerre, la division. Non, mais c'est pas ça. C'est que dans l'esprit de beaucoup de Français, ce sont des mots galvaudés. Un cache-sexe. Exactement. Le deuxième élément, et c'est là où Julie, vous avez raison, il y a quelque chose d'un tout petit peu surprenant, c'est que tous les candidats dans une logique de premier tour cherchent à cliver pour bien montrer qui ils sont. Et d'ailleurs, les candidats qui ne percent pas, qui sont peu visibles, c'est ceux qui ont du mal à montrer leur identité, donc à montrer aussi leur ligne de clivage. Vous voyez, Emmanuel Macron, par exemple, est quelqu'un de très clivant. Marine Le Pen est un peu moins clivante qu'avant, mais elle était très clivante. Et normalement, la logique de premier tour, c'est d'essayer de bien montrer son ADN, son identité, d'essayer de cliver, donc parfois de fracturer un peu. Et ensuite, au deuxième tour, si on est qualifié, il y a cette logique de rassemblement. Et Amine, il n'y a aucun candidat à l'élection présidentielle qui, dans sa logique de sa stratégie de premier tour, n'a que le mot rassemblement à la bouche. Ça n'existe pas. Il faut montrer qui on est. Et Éric Zemmour... François Hollande a mené toute sa campagne de 2012, y compris du premier tour, sur le rassemblement. Et mon ennemi, moi, je suis pas. Je n'ai qu'un ennemi, c'est le monde de la finance. Je suis pas son avocat, mais il avait. Sur le mariage pour tous, c'était pas le rassemblement. Il y avait plein de sujets sur lesquels il n'y avait pas de rassemblement. Vous êtes un fin connaisseur de la vie politique de ce pays, je vous en prie. Il avait, y compris, mené toute la stratégie de campagne de premier tour en opposition à Nicolas Sarkozy, qu'il avait justement accusé d'avoir divisé le pays et de mener une campagne, vous vous en souvenez, qui était une campagne violente. La campagne de Nicolas Sarkozy en 2012 était pourtant président sortant, elle était très violente. Et François Hollande, dès le premier tour, avant même le premier tour, avait dit « Moi, je veux rassembler la gauche », parce que c'était sa famille politique, normal. Et rassembler les Français. Oui. Mais je ne suis pas son avocat et j'ai été le premier à étrier bien de ses initiatives. Et on ne fait pas ici le procès de François Hollande. Mais vous allez voir, quand Emmanuel Macron va se déclarer, ça va être sacrément clivant. Réellement, parce qu'il a un enjeu aussi pour lui, Emmanuel Macron, dans une logique de premier tour, certes d'essayer de rassembler, mais on voit bien, quand il a dit « j'ai décidé d'emmerder les Français », c'est pas une logique de rassemblement. Les amis, je suis désolé, mais parfois sur certains thèmes, Zemmour joue un peu comme un accélérateur de thématiques. Et c'est vrai que là, je trouve qu'en quelques phrases,
il a un peu ringardisé l'argument politique, je suis là pour rassembler. Parce que c'est un peu, admettez-le, c'est un peu ce qu'on dit quand on n'a rien à dire. Non, mais pas ringard, c'est pas ça, mais admettez que François... Moi, je préfère un pays rassemblé qu'un pays où on monte les gens les uns contre les autres, où on accuse la moitié de l'humanité d'être incompétente, de ne pas parler de politique. Je suis désolé, on parle de deux choses. Si vous voulez d'un président, si vous voulez d'un président, si vous voulez de la... Mais les mots... S'il vous plaît, les amis, pas tous en même temps, parce qu'on n'entend rien. Des mots. Des mots auxquels les Français ne veulent plus croire, ne croient plus. Des mots qu'ils ont entendus depuis 30 ans. On va vous rassembler, vous êtes rassemblés. Ils savent que c'est pas vrai. Ils savent que dans leur vie quotidienne, c'est pas vrai. Ils le vivent. Donc ils vous écoutent, mais ils se disent OK, ça fait 30 ans qu'on entend ça, ça fait 30 ans qu'on nous raconte Nicolas Dupont-Aignan. Qui va rassembler Nicolas Dupont-Aignan et Alice Coffin? Qui va les rassembler? Qui? Personne. Personne. C'est du pipeau. Quand il y a des moments graves, quand il y a, des moments, Éric Brunet, quand il y a des moments graves dans la vie d'un pays, Alice Coffin et Nicolas Dupont-Aignan, ils se mettent devant leur télévision et ils écoutent qui? Ils écoutent le président de la République. D'accord? Le soir des attentats du 13 novembre, Alice Coffin et Nicolas Dupont-Aignan et tous les gens qui n'ont rien à voir dans les uns et les autres dans la vie de tous les jours, des gens qui se détestent, des gens qui ne se ressemblent pas, des gens qui n'ont rien de commun, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont vers la figure de qui? Au moment de vérité, dans un moment où le pays traversait une épreuve grave, vers qui ils se sont tournés? Vers le président de la République. Et lorsqu'en janvier 2015, je termine en 10 secondes, le pays, lorsqu'en je termine, qu'il n'a pas pu se représenter. Et lorsqu'en janvier 2015, là aussi, des millions de Français qui n'avaient rien à voir les uns avec les autres, je ne vais pas refaire ma phrase, derrière qui ils ont défilé dans les rues de Paris? Derrière le président de la République, ceux qui ont voté pour lui et ceux qui n'ont voté pas pour lui. Ce que je veux vous dire, c'est que ça prend le quart d'heure de démonstration. On l'a entendu 1000 fois. Et vous préférez ça? Non mais ça a duré 2 heures la manifestation. Ça a duré 2 heures dans l'histoire contemporaine de notre pays. 2 heures. Amine, pardonnez-moi, cette démonstration est totalement inopérante parce qu'à la fin de son quinquennat, François Hollande était si faible et si fragile qu'il n'a pas pu se représenter. Seul président de la Ve République n'a pas pouvoir se représenter. Donc ça ne marche pas. Alors, il y a des grands événements où les gens se rassemblent, mais le fond du pays n'est pas plus rassemblé pour autant. C'est du leurre ce que vous leur dites, c'est du leurre. J'aimerais qu'on écoute à nouveau Éric Zemmour, parce qu'on lui reproche de diviser, de fracturer le pays, on lui reproche d'être brutal. Par moment, écoutez sa réponse. Il le dit, non, je suis pas brutal, les autres sont faibles. On l'écoute. Je crois qu'un chef d'État aujourd'hui, ne peut plus se permettre de ne pas être ferme. Et ce qu'on appelle ma brutalité n'est que le reflet de la faiblesse des autres et de la lâcheté des autres. Est-ce que c'est pas un peu facile, Louis Dragnel? Il est brutal parfois dans certains de ses propos, non? Oui. Bien sûr qu'il est brutal, mais ça rejoint un peu le débat qu'on vient d'avoir. Mais je pense qu'en fait, ce qu'il essaye de faire, d'expliquer, ce qui n'est pas facile à expliquer d'ailleurs, parce que c'est ça qui suscite d'ailleurs les débats qu'on a en ce moment, c'est qu'il essaye de distinguer ce qu'il regrette, je pense, c'est qu'il essaye de distinguer ce qui relève de l'émotion et des cas individuels de la responsabilité d'un président de la République qui doit entraîner un collectif et donc un pays. Et trop souvent, et là-dessus il a raison, les décideurs politiques en fait cèdent à des cas individuels qui sont présentés sous le coup de l'émotion, et c'était le cas avec tout à l'heure sur les questions d'immigration, de naturalisation, où on se disait mais ce qui mérite pas d'être naturalisé, et tout le monde se dit mais c'est un homme sans cœur. Et en fait il essaye de sortir justement de ce registre de l'émotion qui envahit la vie politique et qui selon lui, Éric Zemmour, empêche en fait les politiques de décider. Il essaye de bien montrer la différence de cette culture de l'émotion qui entrave en fait la capacité à gouverner. Donc lui essaye vraiment de se hisser, de montrer si vous voulez qu'il est un homme d'État, qu'il gouvernera différemment des autres et qu'il ne sera pas en train de tout le temps de se dire ah bah oui il y a un cas individuel, du coup on va généraliser ce qui se passe pour un cas individuel à tout un secteur d'activité ou alors à toute la population. Mais ça restera je pense un débat pendant toute la campagne. Là on a un bloc en bas, là vous regardez une petite phrase, Zemmour moins clivant, plus présidentiable. On a plongé là dans l'analyse de ces 3 heures d'Éric Zemmour sur LCI, interviewé par Routel Krief et David Pujadas depuis 20h45. Ça a duré presque 3 heures. Bon, très bien. Moi, je voudrais, avant qu'on continue là, juste rapidement, en moins d'une minute, soyez sympa, me faites pas un tunnel, en 30 secondes, votre appréciation générale. On oublie les idées des uns et des autres, on s'en fiche là. La performance politique de Zemmour, est-ce qu'il a été convaincant
ce soir? Est-ce qu'il a été bon? Est-ce qu'il a été plus présidentiable que le Zemmour un peu trublion de cet automne? Vous aviez le micro, continuez. Non, je trouve qu'il a montré qu'il était sérieux, il a pas été coincé sur des sujets techniques. Alors parfois on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais il y a quelques mois, on voyait bien, il avait du mal parfois à répondre à des données chiffrées sur l'économie. Là pour le coup, on aime, on n'aime pas, mais en tout cas il répondait. Ensuite je trouve qu'il a soigné sa manière d'être, alors qui peut passer par de la brutalité, mais une espèce de posture. Et donc je trouve que oui, il est plus présidentiable. Après voilà, ça rejoint le fait qu'il part dans cette trajectoire de cliver, d'assumer la confrontation politique. Alors c'est un pari risqué, hein, mais c'est le pari qu'il fait. Vous l'avez trouvé bon, Amin El-Khatmi? Non, mais sur la forme, il y a sans doute plus de... on partait de loin. Hein. La dernière fois qu'il a vu Madame El Kriaf sur un plateau, il l'a traitée de folle. Donc ça pouvait pas être pire que la fois dernière. Aujourd'hui, il l'a pas traitée de folle. Donc c'est quand même mieux. Donc il y a un peu plus de tenue sur la forme. Mais sur le fond, on peut parler du fond ou c'est pas le sujet? Oui. Il y a des problèmes. Alors effectivement, il n'a pas été pris à défaut sur des questions techniques. Mais enfin, ressortir des histoires aussi absurdes que l'interdiction des signes religieux dans l'espace public, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est absurde. Pourquoi? En quoi le fait que quelqu'un qui porte une kippa, que quelqu'un qui porte une croix, que une femme voilée, comme les mamères, par exemple, en quoi, je suis d'accord avec vous. Vous savez Louis quoi de Ragnel, quelqu'un qui porte une kippa, quelqu'un qui porte une croix ou quelqu'un qui porte un voile et qui n'emmerde personne, pour reprendre un mot à la mode, en quoi est-ce un problème pour le pays et sa stabilité et la cohésion de la société? Exactement à ce que vous venez de dire quand il a employé ces mots, parce que je pense qu'il y a une chose qui manque dans son discours, c'est de s'appuyer sur la coutume. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui choque les gens dans la société, c'est pas de voir un évêque avec une croix pectorale autour du cou. C'est pas de voir, alors malheureusement c'est un peu le cas, mais c'est pas de voir des juifs avec une kippa. Ce qui choque les gens, c'est de voir une femme voilée dans la rue. Pourquoi? Et pourquoi? Parce que c'est un acte. Mais pourquoi ça choque? Parce que c'est un acte d'hostilité contre la République, contre le pays, d'abord au-delà de la République, et c'est un acte de défiance à l'égard de la France. Et donc c'est ça et c'est un acte religieux, c'est un acte politique, parce que c'est un refus d'assimilation. Non, mais donc on dit à la coutume. Donc on dit qu'on supprime tous les signes religieux de l'espace public. Mais non, mais c'est intéressant que vous pointiez ça. Par exemple, sur l'exemple de la kippa, il va falloir qu'ils répondent. Sur l'exemple de la kippa, qu'ils répondent à ça. Sur l'exemple de la kippa, les gens qui ne la portent plus, quand ils consentent à ne plus la porter, c'est parce qu'ils ont peur de se faire casser la figure dans un certain nombre de quartiers. Mais c'est dramatique. Et donc on va leur dire, bon, bah, de toute façon, mais vous venez de toucher un point faible de ce qu'il vient de dire. Je suis d'accord avec vous. Parce qu'en fait, lui, je pense, ne pense qu'aux signes religieux de l'islam, parce que... Donc il faut qu'il l'assume. Mais il n'est pas courageux. Lui qui se dit le candidat du courage, du parler vrai, et je vais rompre avec la mollesse de tous les autres, il faut qu'il assume de dire, je m'en prends aux femmes voilées. Donc lui qui se présente comme le candidat du parler vrai, de la rupture, du refus de la mollesse, pourquoi n'a-t-il pas poussé le courage, entre guillemets, je n'appelle pas ça moi du courage, jusqu'à dire... Je ne veux pas m'en prendre à tous les signes religieux, mais je ne veux plus qu'il y ait de femmes voilées dans les rues. Lui qui dit qu'il parle au nom de la France, je pense qu'il va être obligé de clarifier. Pourquoi il ne le dit pas? Il va être obligé de clarifier parce que pour l'instant c'est pas clair. Donc il est comme les autres. Non, vous verrez, j'en sais rien. Il est dans la dissimulation. C'est la taquilla d'Éric Zemmour. C'est la taquilla d'Éric Zemmour. Je pense qu'on peut le reprocher. Plus globalement quand même, et on vous écoute juste après Virginie, il dit une chose, il a peur que la France disparaisse. Il a une vision un petit peu apocalyptique de notre société. On écoute Éric Zemmour, je vous fais réagir juste derrière. J'ai peur que la France disparaisse. J'ai peur que la France telle que je l'ai connue, je ne puisse pas la transmettre à mes enfants, à mes petits-enfants. J'ai peur que la France que j'aime soit ensevelie par une autre civilisation. Et c'est pour ça que je me bats, c'est pour ça que je suis candidat. Voilà. Virginie Leguet, sur ce sujet-là, j'ai peur que la France disparaissent. Oui, et il dit, c'est pour ça que je veux pas pouvoir me dire dans quelques années, oui, je me suis couché, oui, j'ai cédé, et dans 10 ans, on exigera de ma fille qu'elle se voile. En gros, son discours, c'est la brutalité, c'est pas moi, la brutalité, c'est la situation. Non, son discours, c'est la fermeté, je l'assume, parce que les autres, quand ils vous disent... Vous verrez, on va tout arranger, vous raconte des histoires. Et quand il dit, j'ai sa phrase absolument nommément, je prends sur moi la fermeté, la responsabilité de son peuple, c'est la responsabilité du président de la République, c'est un sacrifice d'être président de la République. Quand il dit ça, il prend à revers, et pardon, là je fais un petit développement, il prend à revers
tous le positionnement de Valérie Pécresse, qu'il a d'ailleurs énormément ciblé ce soir, alors qu'il n'a pas cité le nom de Marine Le Pen. Mais Valérie Pécresse, on sent visiblement que c'est là d'où il veut tirer des suffrages. Il dit qu'elle change d'avis. Il a parlé de la hausse des salaires. Il a dit qu'elle avait changé d'avis, sous-entendu sous la pression du MEDEF. C'était à peine dissimulé. Il dit qu'après, ils ne sont pas contents et que son entourage pleurniche. Donc, ils l'ont fait passer pour une girouette fragile et faible. Et lui dit, moi, j'assume d'être ferme, j'assume d'être sur mes positions, parce que c'est ça qui vous sauvera et c'est ça qui vous garantira de vivre en paix dans votre pays. Et je le redis, quand David Pujadas lui a dit, mais attendez, si vous êtes élu, ça va être le Far West, il a dit, c'est déjà le Far West. Oui. C'est déjà dans certains quartiers, les femmes, les jeunes filles ne peuvent plus sortir habillées d'une certaine façon. Il le dit effectivement, c'est déjà le Far West. On écoute Éric Zemmour. Quand j'étais enfant, monsieur Pujadas, ma mère ne fermait jamais sa porte à clé. Voilà. Ça, c'est la France que j'ai connue dans mon enfance. La France que des jeunes gens ne peuvent même pas imaginer, même en rêve, comme ils disent. Quand on leur dit, ils ne nous croient pas. Le Far West, c'est aujourd'hui, monsieur Pujadas. Aujourd'hui, les délinquants et les meurtriers savent qu'ils ne risquent rien. Voilà. Mais est-ce que c'est pas la justice le fait? Non, mais la justice ne le fait pas. La justice, avec moi, le fera. Le Far West, c'est aujourd'hui. Oui, et quand il dit la justice avec moi, on le fera, c'est là où le bas blesse, c'est que sa position était habile, sa façon de reprendre à son avantage tout ce qu'il faisait jusqu'à présent, qu'on le jugeait comme un candidat dangereux et un candidat un peu discrédité. Il a rebasculé toute cette image. Pour autant, ça n'en fait pas pour autant un candidat présidentiel. Et quand il dit, et je reprends le débat qu'il y a eu tout à l'heure entre Amine et Louis, j'interdirai tous les signes. Comment il le fera dans la rue? Il va y avoir des milliers de policiers qui vont... Interdire quoi? Tous les signes religieux? Oui, il va y avoir des milliers de policiers qui vont... Je termine, Amine. Je termine. Il va y avoir des milliers de policiers qui vont courir derrière les gens et qui vont lui dire attention, vous avez une croix, attention, vous avez une kippa, amende, deuxième amende, troisième amende. Mais c'est absolument ingérable. Et donc, quand vous posez la question, est-ce qu'il est plus présidentiable? Je pense qu'il n'est pas plus présidentiable, mais qu'il a réussi à renverser quelque chose de son image personnelle. Pour autant, ses propositions ou les quelques propositions qu'il a émises ce soir ne sont, à mon avis, vous les avez vues sur le sujet, ni applicables, ni raisonnables, et en aucun cas présidentiels. Routel Krief et David Pujadas lui disent, bon, très bien, monsieur Zemmour, c'est le Far West, que proposez-vous? J'ai retenu ce qu'il a dit. Alors, interdire les mosquées à minaret. Bon, très bien. On voit pas en quoi le fait d'interdire les mosquées à minaret va régler le problème du Far West. 2, interdire les associations salafistes et proches des frères musulmans. On a envie de lui dire, ça a déjà été fait, c'est en cours. Baraka City a été dissous par le gouvernement, le CCIF a été dissous par le gouvernement, et il y a des mosquées qui sont fermées, des mosquées parce qu'il y a des prêches radicaux, parce qu'il y a... Enfin, vous savez très bien, Amine, vous savez très bien, Amine, que c'est un tout petit... C'est un tout petit par rapport à l'ensemble. Le CCIF et Baraka City, c'est pas des petites associations. C'était les fers de lance de l'islam politique dans ce pays. C'est un petit pas qui est enfin fait. Et Gérald Darmanin a eu raison de proposer leur dissolution au Conseil des ministres. Et la 3e proposition, interdire les mères voilées dans les sorties scolaires. Oui. Voilà. C'est ça la réponse à l'enjeu civilisationnel, pour reprendre ces termes, interdire des minarets et des voiles dans les sorties scolaires. C'est comme ça qu'on va répondre. Il y a une autre réponse au problème de Far West qui existe, pardon, juste Julien, en 10 secondes, qui existe dans ces quartiers. Et je me souviens des termes de l'ancien Premier ministre Manuel Valls d'apartheid. Oui, il y a un apartheid, mais les problèmes sociaux, les problèmes d'échec scolaire, les problèmes de décrochage, les problèmes d'insécurité qui sont massifs dans ces territoires, les problèmes d'urbanisme, les problèmes de communautarisme, est-ce que vous pensez qu'on les règle en supprimant des minarets et en disant à des mamans voilées, vous n'avez plus le droit d'aller au théâtre? Lui, il pense que tout se règle, c'est son avis, il pense que tout se règle par l'arrêt net de l'immigration, la source selon lui de tous les maux. Il lie l'immigration directement à la délinquance, il y est revenu à plusieurs reprises. On écoute Éric Zemmour. Simplement, aujourd'hui, l'immigration, globalement, dans sa globalité, n'est plus une chance pour la France. Donc nous devons arrêter net. Sinon, le pays, dans 10 ans, sera le Liban. C'est de la démagogie pure. C'est de la démagogie absolue. Qu'est-ce qu'on va arrêter net? L'immigration. Et en plus, il a parlé de l'immigration légale et l'immigration illégale. Qu'est-ce qu'on va arrêter net? Ceux qui arrivent aujourd'hui dans notre pays par des voies illégales. Comment il va les arrêter net? Et comment... bien sûr que si. Bien sûr que non. Mais l'immigration illégale... Ceux qui arrivent de façon illégale, ils vont continuer à arriver de façon illégale. Où ils ont
pratiquement réussi à juguler en Europe centrale l'immigration. Alors là, je demande à voir les frontières. Je suis pas du tout d'accord avec vous. Ils arrivent par les frontières. Vous avez vu au passage, je vais vous répondre. D'ailleurs, il n'en a pas parlé, il me semble, ce soir, les chiffres de l'immigration qui viennent d'être rendus publics. Ils ont dit qu'ils étaient phénoménaux. Il y a quelques semaines. Je les connais par cœur. Ils sont très mauvais. Le bilan de l'année 2021 pour le gouvernement en matière d'immigration. Enfin, le 277 000 titres de séjour délivrés, seulement 14 000 expulsions réalisées. C'est 2 fois moins qu'en 2019, qui était déjà considéré comme une année extrêmement mauvaise. Donc moi je suis pas d'accord avec ni avec Virginie. Quand il dit il y a eu sous Macron 2 millions d'immigrés qui sont entrés en France. 1,8 million, ouais. Donc on n'est pas très loin. Donc non, mais en réalité, jamais, c'est historique, il n'y a jamais autant de titres de séjour n'ont été délivrés que sous ce quinquennat-là. Alors, ça ne justifie rien, mais il y a eu une pression migratoire qui a été extrêmement forte aussi sous ce quinquennat-là. Et donc, il y a ce chiffre-là. Ensuite, vous regardez les mineurs non accompagnés, c'est à peu près 60 000 par an, ça pour un coût de 2 milliards d'euros pour les départements. Vous regardez les expulsions, aujourd'hui, on n'expulse plus personne, Eric. On n'expulse plus personne. Vous savez pourquoi ? Et alors, il y a certes les questions d'Union européenne, mais parce qu'aujourd'hui, un migrant qui refuse de faire 2 tests PCR, alors qu'il est visé par une obligation de quitter le territoire français, s'il refuse de le faire, il n'est pas expulsé, la procédure est cassée. Alors votre enfant, il ne peut pas aller à l'école s'il a fait ses tests PCR. Non mais il y a quand même des sujets qui sont hallucinants sur les questions migratoires, et donc oui, on peut agir. Alors, mais que ce soit Éric Zemmour ou Valérie Pécresse, Pécresse propose des choses aussi assez efficaces. Son référendum permet un certain nombre de dispositions qui permettent d'être plus efficaces, notamment pour expulser davantage. L'idée de mettre en place des débats sur des quotas annuels, moi je trouve que c'est un premier pas qui peut être intéressant pour qui peut permettre de réduire l'immigration légale, et ça c'est extrêmement important. Et ensuite sur l'immigration illégale, vous voulez que je vous dise, Amine, il y a un gouvernement qui a réussi à être très efficace il y a quelques années, c'était Bernard Cazeneuve pendant la vague migratoire. Vous savez ce qu'il a fait ? Et seul un gouvernement de gauche est capable de faire ça, c'est incroyable. Si un gouvernement de droite l'avait fait, tout le monde aurait crié à l'extrême droitisation, les heures les plus sombres. Bernard Cazeneuve avait mis en place une disposition qui s'appelle la non-admission. Le long de la frontière franco-italienne, on considérait que tout migrant, tout clandestin, tout demandeur d'asile, qui était intercepté dans les 20 km à l'intérieur du territoire français, était considéré comme n'ayant jamais mis les pieds sur le territoire français, était immédiatement expulsé, reconduit à la frontière, remis aux autorités italiennes. Et donc en fait, si vous appliquez ce que Bernard Cazeneuve avait simplement mis en place à la frontière franco-italienne, vous le mettez partout. Et c'est ce qu'Emmanuel Macron veut faire. C'est ce qu'il a demandé à la Commission européenne. Il veut introduire le principe de la non-admission à l'intérieur de l'espace Schengen, parce qu'il sait que le problème ne peut se résoudre que de cette manière-là. Bien. Donc, non, mais, et après j'ai terminé. La droite en a rêvé, la gauche l'a fait. Mais dans un tout petit périmètre, à un moment donné. Le discours sur le laxisme de la gauche ne tient pas. Non, mais juste sur cette partie. Mais vous voyez, je suis capable de donner des bons points à la gauche sur l'immigration. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est faisable et lutter contre l'immigration. Non, mais l'immigration illégale, vous restaurez le contrôle systématique aux frontières, c'est pas un gros mot, on le fait pour le Covid. Je vois pas pourquoi on le fait pas pour l'immigration. Et sur l'immigration légale, vous réduisez tout simplement les visas, vous réduisez les titres de séjour, vous réduisez l'immigration familiale. Vous déconstruisez le mythe des étudiants étrangers qui viennent pour se former, pour contribuer au rayonnement du pays, qui est un mythe totalement faux, qui concerne une petite partie des étudiants. Mais c'est totalement faux. Je vais vous ressortir l'exemple qui vous fait beaucoup rire. Mais il y a des personnes qui s'inscrivent à la Sorbonne, qui ont 41 ans, 3 enfants, et qui viennent pour se former. Ouais. Mais ça n'a aucun sens. Alors attendez. Vous aussi, vous faites croire à des choses magiques. Mais non, c'est vrai. Mais ça demande un courage politique, et c'est faisable. C'est vrai que la carte d'étudiant fait l'objet d'un certain nombre de contournements. Bon, bien sûr. Il y a des études là-dessus. Attendez, juste une chose, les amis. Arrêter, c'est absolument faux. Non, je suis pas d'accord avec vous. Dire qu'on peut arrêter l'immigration illégale, c'est réduire très fort. Les amis, il est minuit et 1 minute. C'est historique. Nous ne sommes plus le 2 février 2022, donc, mais le 3 février 2022 depuis 1 minute. Voilà une information, parce que vous avez vu sur LCI, on donne des infos majeures. La deuxième chose, c'est qu'à minuit, je tiens à vous dire que vous êtes en train d'assister à une émission en direct. Oui, nous sommes tous là en direct. Et que faisons-nous ? Nous analysons, nous décryptons cette soirée assez extraordinaire dans le cadre de la campagne. C'est 3 heures d'interview, Ruth Elkrief et David Pujadas, de Éric Zemmour, qui a dit beaucoup de choses, qui s'est montré, j'allais dire plus rond, non, tout aussi saillant et aigu que d'habitude, mais il a essayé de revêtir
un manteau, une veste un peu plus présidentiable, un peu moins polémiste. Vous voyez, Julie. Oui, alors on va écouter effectivement. J'aime bien votre manière de me lancer. Ouais, Et votre avis On va écouter effectivement beaucoup d'extraits encore de cette soirée, de cette longue interview d'Éric Zemmour. Mais juste avant, je voulais qu'on regarde un petit peu les dynamiques parce qu'on vous propose chaque jour un sondage, donc un sondage quotidien. Et il est intéressant aujourd'hui, notamment ce sondage. Vous le voyez, donc Emmanuel Macron toujours loin devant, 24,5%. Marine Le Pen qui reprend 0,5 points, 18%. Et elle les prend à qui? Elle les prend à Éric Zemmour. Vous le voyez, lui, il perd 0,5 points, 13,5%. Alors, il est sur une plutôt bonne dynamique, c'est ce qu'on disait ces derniers jours, Éric. Il reste quand même dans le carré de tête. Et il se rapproche un petit peu quand même de Valérie Pécresse, globalement. Comment est-ce qu'il peut espérer gagner des points? Est-ce qu'il va les prendre aux abstentionnistes? Regardez cette séquence. Cette dame qui est abstentionniste et qui lui dit moi, je ne vous connaissais pas, finalement, il y a quelques mois. Regardez. J'ai appris votre existence il y a que quelques mois. Je vous ne connaissais pas avant. Vous êtes tout excusé. Donc je ne peux pas vous juger. C'est impossible. On ne peut pas juger une personne en 3 mois. Donc vous allez me juger ce soir. Exactement. Je vais vous juger ce soir. Il n'y a pas de souci là-dessus. Vous pouvez me croire. Et vous me direz après. Voilà, tout à fait. Et attention au bulletin de notes. Ouais, et visiblement, elle n'a pas été tout à fait convaincue, je crois. C'est ce qu'elle a dit à la fin de l'émission. Je voulais qu'on écoute Éric Zemmour, c'était juste avant l'émission. Il le dit, je vais convaincre, je vais ramener les abstentionnistes aux urnes. On l'écoute. Les abstentionnistes, c'est très important. Beaucoup de gens, depuis 3 mois, 4 mois, me disent « Je reprends ma carte pour aller voter pour vous. Je ne votais plus depuis des années, je vais voter pour vous. » Je suis sûr qu'on ne le mesure pas, mais je fais revenir aux urnes beaucoup d'abstentionnistes. Ils ont été floués lors du référendum de 2005, pour lequel les Français ont voté non, et qu'ensuite on a repris in extenso le texte qui avait été refusé par les Français. Donc je pense je ferai revenir nombre d'abstentionnistes, donc je serai ravi de parler avec eux. Virginie, c'est intéressant quand même, alors à plusieurs égards, mais d'abord, cette femme qui l'avoue, elle le dit, je ne vous connaissais pas il y a quelques mois. Est-ce qu'il souffre d'un petit déficit de notoriété? Nous, on en parle beaucoup autour des plateaux de télévision, etc. On est journaliste, on suit la vie politique, c'est normal, c'est notre travail. Mais est-ce que, il ne va pas devoir convaincre effectivement tout un pan de la population qui ne le connaît pas du tout? Il n'est pas si connu que ça. Il est connu dans un certain milieu parisien, médiatique, ses livres, on sait ses adeptes, mais c'est pas non plus une personnalité nationale, quoi qu'on en pense et quoi qu'on en dise. Et cette dame, d'ailleurs, qui plusieurs fois est revenue à la charge parce qu'elle lui a parlé des femmes, et là, elle a semblé un peu surprise des positions d'Éric Zemmour sur les femmes. Elle lui a dit, est-ce qu'une femme peut être chef d'entreprise? Est-ce qu'une femme a le droit de travailler comme un homme? Enfin, elle, visiblement, elle ne savait pas du tout, elle n'a pas du tout suivi ce débat qui, nous a tant enflammé pendant l'automne, ou les 3 mois où Éric Zemmour a fait irruption sur la scène politique et a fait une espèce de hold-up sur une partie de l'électorat de Marine Le Pen. Mais quand il dit, Éric Zemmour, avant de rentrer dans l'émission, je veux récupérer des abstentionnistes, mais c'est exactement la stratégie qu'il a adoptée tout au long des 3 heures. Il n'a pas parlé à sa base dure, il n'a pas parlé aux électeurs de Marine Le Pen, je le rappelle, il n'a même pas cité son nom. Il a parlé aux électeurs de droite, il a descendu Valérie Pécresse de façon extrêmement féroce en disant qu'elle était molle, qu'elle changeait d'avis, qu'elle en faisait d'ailleurs une théorie de changer d'avis facilement, alors qu'il a dit non, moi j'assume la fermeté, et il a parlé à ceux des électeurs de droite qui se disent bon, moi vraiment je ne trouve pas mon compte avec cette candidature de Valérie Pécresse, je ne trouve pas mon compte non plus tout à fait chez Emmanuel Macron, peut-être que là je peux réussir à revenir aux urnes. Je rappelle que Éric Zemmour avait fait avait établi le raisonnement qu'il pouvait récupérer un tiers des abstentionnistes, un tiers des électeurs de droite et un tiers des électeurs de Marine Le Pen. Ouais. Ce soir, c'est quasiment exclusivement aux abstentionnistes qu'il s'est adressé. Dans un instant, on regardera les séquences sur les femmes. J'ai trouvé un peu moins bon, là. On regardera ça dans une minute. Il y a Louis Dragnel qui lève la main depuis il est au fond de la classe, à côté du radiateur. Le mauvais élève de service, il lève la main. Monsieur, pour une fois, je connais une réponse à la question, monsieur. Moi, monsieur. Non, mais je suis pas d'accord, surtout avec ce que vient de dire Virginie, parce que je pense que des gens qui n'ont pas voté, qui sont dégoûtés de la vie politique, je trouve que le début de l'émission, il a été très long sur la Russie. Il est parti dans des trucs qui étaient quand même très éloignés des préoccupations, des questions que se posent aujourd'hui les Français dans leur vie quotidienne. Et je trouve que vraiment, il y avait une grosse faiblesse quand même, c'était toutes les questions de vie quotidienne.
Et alors souvent, on en fait les politiques en font beaucoup trop sur la vie quotidienne parce qu'ils pensent. Il a dit le président de la République n'est pas un chef de bureau. Mais donc, je trouve, vous voyez, il a évacué le sujet. Je trouvais que voilà, ce qui manquait quand même, c'est ce côté, c'est pas proche des gens, mais parce qu'il a essayé de montrer qu'il était proche différemment, mais sur la compréhension quand même du vrai quotidien, parfois de la misère, de la détresse. Comment voulez-vous qu'ils le connaissent ? Mais non, mais vous croyez qu'il y a beaucoup de politiques Non, mais comment vous malheureusement, il y en a de moins en moins. mais oui, quand vous avez été maire, quand vous avez été conseiller départemental, quand vous avez reçu des gens dans des permanences pendant 15, 20 ans, 25 ans, des gens qui viennent vous demander, monsieur l'adjoint au maire, il faut une lettre de recommandation pour un travail, monsieur l'adjoint au maire, je veux changer de logement, je trouve pas de logement. Vous arrivez sans doute après avec une connaissance de la réalité du quotidien des Français qui effectivement est peut-être plus précise et plus dense que celle de quelqu'un qui, refuse de dire qu'il est un homme politique, et deux, a fait toute sa carrière à Paris à écrire des éditoriaux dans un grand quotidien parfaitement respectable au demeurant, mais qui n'a jamais été au contact de la réalité des gens. Donc effectivement, oui, c'est pas pareil. Et c'est en ce sens avoir été homme politique, femme politique, responsable politique, élu local, ça n'a rien de déshonorant, comme il semble le considérer en disant non, mais m'appelez pas responsable, m'appelez pas homme politique, moi je suis candidat à la présidentielle. Avoir fait de la politique, avoir demandé, sollicité le suffrage de ses citoyens, les avoir reçus, être allé dans les marchés, dans les assemblées générales d'associations, avoir tapé le dos des anciens combattants les jours des cérémonies patriotiques, avoir reçu tous les malheureux qui viennent. Mais c'est le contact avec la vraie vie. Mais pardon, c'est le contact avec la vraie vie des vrais gens et les souffrances des catégories populaires. Et dans le dégoût d'un certain nombre de Français. Il ne le sait pas parce qu'il ne l'a jamais vécu. Je suis d'accord avec vous, mais dans le dégoût d'un certain nombre de Français pour la vie politique, il y a aussi, en même temps, non, Virginie, ce rejet de personnes qui ont fait carrière, qui ont essayé de vivre toute leur... Non mais c'est ça, je pense qu'il a voulu essayer de se démarquer de ceux qui vivent, qui dépendent financièrement de la politique. Dire qu'on fait de la politique, c'est beau, ça n'a rien de déshonorant. Je suis d'accord. Alors, les amis, très bien. Je voulais simplement dire que Emmanuel Macron, quand il est arrivé au pouvoir, non plus ne connaissait pas le pays. Et ça s'est beaucoup senti pendant le quinquennat. Et Éric Zemmour aurait mieux fait de s'inspirer de ce qui n'a pas marché dans le quinquennat d'Emmanuel Macron plutôt que de dire mais moi je ne suis pas homme politique. Et là je rejoins ce que dit Amine, être homme politique c'est bien sûr faire du terrain, aller voir les gens, se faire battre, se faire réélire, recommencer inlassablement, mais c'est surtout finir par comprendre comment ce pays marche. Et pardon, Emmanuel Macron ne le savait pas en 2017, il le sait pas beaucoup plus en 2021 ou 2022, et d'ailleurs son bilan n'est pas du tout à la hauteur de ce qu'il avait promis. Alexandre Nicolic est avec nous, il est président du groupe Rassemblement National au Conseil Régional du Centre Val-de-Loire et il est président des Jeunes avec Marine. Alexandre Nicolic, merci d'être avec nous. Vous allez bien ? Merci à vous. Vous avez regardé Éric Zemmour pendant ces presque 3 heures d'interview avec Routel Krief et David Pujadas, vous l'avez trouvé bon ? Ce qui est important, c'est pas de juger s'il a été bon ou mauvais. Vous le faites depuis une demi-heure. Moi, j'ai surtout essayé d'écouter, savoir quelles peuvent être ses propositions, qu'est-ce qu'il peut dire sur différents sujets. J'ai été surpris d'ailleurs. Qu'il ne savait pas que Maxette Pirbacas s'appelait Maxette Pirbacas et qu'elle venait de Guadeloupe et pas de la Réunion. Quand certains disent que il souffrait d'un manque de considération, j'ai l'impression que c'est pas beaucoup mieux avec Éric Zemmour, mais ça c'est plus du commentaire. Moi, ce qui m'a intéressé vraiment, c'est de savoir quelles sont les propositions concrètes sur beaucoup de sujets, la sécurité notamment, qui est un de ces sujets majeurs. Je voyais le titre d'un de vos sujets sur la libanisation de la France. Tout ça, c'est des mots. Je trouve que ça manque à chaque fois de mesures très concrètes. Oui, il faut mettre fin au laxisme judiciaire, mais comment exactement? Quelles vont être les mesures? Je faisais le parallèle avec Marine Le Pen aujourd'hui quand elle a rencontré le syndicat Alliance sur l'augmentation, le doublement du nombre de magistrats, l'augmentation de 7000 policiers sur le terrain. Savoir comment Nicolic, je vous coupe un instant. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord, par exemple, avec la proposition d'Éric Zemmour, qui est d'arrêter l'immigration nette? C'était l'une de ses propositions ce soir. C'est du vent. Non, mais encore une fois, effectivement, oui, on est pour mettre fin à l'immigration, mais on explique comment, avec le référendum sur l'immigration, comment on va redonner un sens à la nationalité française, comment
on va faire pour qu'on vive ensemble sur ce sol? Qu'est-ce qu'il y a derrière sur la priorité nationale? Dans quel secteur il y aura cette priorité nationale? Le référendum sur l'immigration qu'on présente, c'est plusieurs pages de mesures qui expliquent concrètement comment ça va se passer une fois qu'on sera au pouvoir. Dire pour essayer de buzzer, je mettrai fin, moi, tout de suite à l'immigration sans savoir exactement comment on fera, ça me semble être plus du registre du polémiste, que ce qu'il se revendique d'ailleurs toujours un petit peu quand il dit que qu'il n'est pas politique, que vraiment du politique qui a comme principaux objectifs d'essayer de penser concrètement comment ça se passera quand il sera aux manettes. Bien évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, Alexandre Nicolic, ce soir, on lui a posé la question des ralliements et de Marion Maréchal. Écoutez Éric Zemmour. Marion Maréchal me semble, d'ailleurs, plus proche des principes et de la politique et de la conception de l'histoire, de la France, de l'économie, de moi que de Marine Le Pen. Mais c'est elle qui se définira. Et qu'elle soit une femme ou un homme, m'importe peu en l'occurrence. Voilà, Marion Maréchal est plus proche de moi que du RN. Il est dans son rôle quand il dit ça, il essaie d'attirer des personnalités comme Marion qui a évidemment un gros seuil de popularité, mais je pense qu'aujourd'hui, dans les faits, Marion s'est pas positionnée clairement. Après, encore une fois, c'est plus du blabla, et dernièrement, je trouve que Éric Zemmour s'est un petit peu peut-être trop concentré là-dessus, à essayer de faire des coups en essayant d'attirer des différents profils, plus que de travailler le fond, et j'ai pas l'impression que ça convienne exactement aux électeurs quand on regarde le sondage que vous venez de montrer, où on voit qu'il y a une baisse. Ça se ressent pas tellement, c'est vrai. Dans les sondages, ça se ressent pas tellement. Merci beaucoup Alexandre Nicolic de nous avoir accordé un petit peu de votre temps. Je voulais qu'on vienne sur une autre séquence dans cette interview, peut-être le moment où il a été le plus embarrassé, le plus gêné concernant les femmes. Alors il a écrit notamment son livre Le Premier Sexe, il a tenu des propos qui ont fait que certains l'ont qualifié de misogyne, notamment que les hommes et les femmes n'avaient pas la même intelligence, que les femmes n'exprimaient pas le pouvoir, plein de propos de ce type. Lui s'est défendu et le dit, c'est moi qui défend le mieux les femmes. On écoute. Je pense aujourd'hui que c'est moi qui protège le mieux les femmes des dangers réels qu'elles encourent. Quand on me raconte que les jeunes femmes d'aujourd'hui hésitent et n'osent pas s'habiller en robe à telle soirée, dans tel quartier, parce qu'elles ont peur d'être agressées, c'est moi qui les protège le mieux. Alors que les prétendus féministes pactisent avec leurs agresseurs. Je tiens à le dire, les prétendus féministes pactisent avec leurs agresseurs au nom de la convergence des luttes. Voilà, il essaie de se rattraper un petit peu, Éric Zemmour. Il avait aussi dit que le football féminin, c'était pas du football. Alors là encore, la question lui a été posée. Là, on sent qu'il est un petit peu gêné. On l'écoute. Le football féminin, franchement, je ne suis pas ébahi. D'accord, donc vous pourrez... Quand même le droit. Si les femmes n'ont pas le droit de faire du football, elles n'ont pas le droit de faire une entreprise. Mais qui vous a dit qu'elles n'avaient pas le droit de faire du football? Je sais pas, comme vous parlez... Mais écoutez, moi j'aime le football. Donc je trouve que le football féminin, encore une fois, je trouve ça assez médiocre. Moi je suis désolée, je ne suis pas de votre avis. Mais elles ont le droit, elles ont le droit de jouer au football. Tout le monde a le droit de jouer au football. Et alors, j'ai le droit de ne pas regarder. Amine, c'était le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a des moments quand même, il se met dans des situations. Bon, il n'est pas démago pour dessous sur ce coup-là. Il est peut-être pour d'autres choses, mais ça coûtait quoi électoralement de dire au début, j'aimais pas le foot féminin, mais depuis, j'ai vu des matchs et c'est devenu intéressant. Il y a quand même dire ça. Ça peut être vexant. Pour certains et certaines, très vexant. Il dit ce qu'il pense, c'est extrêmement révélateur de l'entendre. Il dit exactement ce qu'il pense et il ne peut pas dire autre chose que ce qu'il pense. Franchement, cette séquence-là, toute la séquence sur les femmes, alors peut-être que moi je l'ai entendue particulièrement, je ne sais pas ce qu'en penseront Amine et Louis, mais moi je l'ai trouvée désastreuse pour lui, désastreuse. Parce que certes, on lui a rappelé des citations de ce qu'il avait écrit dans ses livres, mais
Ses propos d'aujourd'hui ne sont pas mieux que les citations qu'il a écrites dans les livres. On sent bien, et même quand il dit « c'est moi qui protège les femmes », ça a quelque chose d'extrêmement misogyne. Ça veut dire « c'est les hommes qui vont vous protéger, les femmes. Vous, pauvres, qui n'arrivez pas à vous habiller, à sortir dans certains quartiers en étant habillés comme ça. Sous-entendu, c'est vous le sexe faible. C'est vous qui devez être protégés par les femmes. » J'ai trouvé ça insupportable. La séquence où il a été le plus moi, mais moi, je trouve ça extrêmement maladroit. Enfin, je comprends. En réalité, je comprends pas pourquoi il fait. Au moins, il est cash. Mais c'est une maladie d'être trop cash. Il avance sans enfin, je vous dis pas en direct que votre coupe de cheveux est ridicule. Voilà, absolument. Ce serait abominable. Absolument. On ne peut pas faire un truc pareil. On ne peut pas dire ce qu'on pense. Exactement. Non, mais vous avez bien raison. Non, mais c'est un truc que je comprends pas pourquoi il fait ça. Mais vous regardez, vous voulez que je me tourne pour regarder derrière aussi mes cheveux. Et non, mais c'est extrêmement maladroit. Et en fait, ce que je capte pas, ce que je comprends pas. Oui, c'est ce qu'il pense. Non, mais ce que je comprends pas non plus, c'est que il persiste à vouloir assumer aussi des propos qu'il a tenus il y a 20 ans quand il pouvait écrire ce qu'il voulait et il était juste écrivain et ça l'amusait. Je trouve que on peut aussi s'honorer à dire qu'on a changé d'avis, qu'on s'est trompé. C'est pas forcément un gros mot. C'est-à-dire que on a le droit de changer d'avis sur des choses qui sont pas des espèces de positions déterminantes, de savoir si vous vous déshonorez. Mais c'est ce que je lui reproche. Mais je dis qu'il pourrait tout à fait dire voilà, je me suis trompé, j'ai écrit, je n'en sais rien, j'ai écrit ça, je le pense plus. Mais bon, le problème, c'est que s'il le disait, il serait insincère, puisque manifestement, il le pense toujours. Et je trouve que là, pour le coup, c'est vraiment dommage. Ça mérite un petit média training, là, sa position sur les femmes. Hein. Ça mérite un petit média training. Il n'a pas changé d'avis. Il pense bien que les femmes doivent être protégées par les hommes. C'est fidèle à la ligne du personnage qui refuse de reconnaître la moindre erreur. C'est-à-dire qu'il n'a jamais dit je regrette, mes propos ont dépensé ma pensée. Mes propos peuvent blesser. Mes propos peuvent blesser. Si j'ai blessé, jamais. Même quand il y a eu une unanimité pour dire que ces propos étaient odieux. Je pense par exemple aux propos sur. Je pensais pas à ceux des handicapés, mais en l'occurrence vous avez raison Virginie. Je pensais à ceux des enfants de Toulouse sur les enfants de l'école Ozar Torah de Toulouse et sur le fait que certains avaient été enterrés en Israël. Tout le monde a trouvé que ses propos étaient scandaleux. Mais même quand il a le père Sandler au téléphone, il relate la conversation, il ne dit pas « je lui ai présenté mes excuses, je regrette ce que j'ai dit, j'ai pu blesser des familles des victimes, etc. » Il dit il ne regrette jamais. Et donc, je pense qu'à un moment donné, il ne peut pas dire « oui, ce que j'ai écrit il y a 15 ans n'engage plus l'homme que je suis aujourd'hui. » Et on peut faire des phrases, dire « je suis devenu père depuis et je sais ce que c'est, etc. » J'ai une fille. Voilà, j'ai une fille. Je sais ce que c'est. En plus que j'ai évolué. Et puis bon, le foot féminin, c'est pas mon truc, mais je respecte celles qui le font parce qu'elles ont le droit. Non, mais là, Amine a vraiment raison.